Un grand livre enterré, un apprenti disparu, et une vérité gravée dans la pierre. Bienvenue à Contes policiers, je suis votre hôte Samuel. J'aimerais savoir d'où vous regardez les contes policiers. Laissez un commentaire ci-dessous. C'est très important pour moi d'avoir des nouvelles de chacun d'entre vous, et c'est ensemble que nous allons démêler cette histoire. Commençons. La matinée avait commencé, comme tant d'autres au village de Sainte-Aveline, avec le doux tintement de la cloche de l'église et l'odeur du pain qui descendait de la boulangerie d'Orchard Lane. Les abeilles murmuraient paresseusement, au-dessus des glycines à floraison tardive, et on entendait la receveuse de poste, Madame Deering, réprimander les moineaux qui volaient des miettes sur le rebord de la fenêtre. C'était le genre de village où un mouchoir tombé faisait la une des journaux, et où un nouveau chapeau à la messe du dimanche déclenchait des discussions animées dans les bancs. C'est donc avec une certaine impatience que les habitants se sont rassemblés ce jeudi matin nuageux pour la fête annuelle des récoltes, qui se tenait dans le cimetière. Cette année, cependant, la fête avait une tonalité légèrement différente, car elle coïncidait avec la réouverture officielle du transept sud de l'église Saint-Swithin, une partie de l'édifice médiéval longtemps fermée pour cause de détérioration et, comme certains le chuchotaient, de malchance. La restauration avait été supervisée par nul autre que M. Percival Brent, le tailleur de pierre solitaire et exigeant du village. C'était un homme peu loquace et d'un travail méticuleux, souvent vu penché sur des pierres tombales usées, un ciseau à la main, ou consultant des schémas architecturaux poussiéreux avec la solennité d'un évêque. Célibataire à la fin de la soixantaine, M. Brent vivait seul dans une chaumière derrière le portail du cimetière depuis plus de 40 ans et faisait partie intégrante du paysage du village au même titre que l'église elle-même. « C'est un perfectionniste, c'est tout », murmura Madame Wetherby, en tendant un scone sucré à son mari, tandis qu'il passait devant le concours de fruits et légumes. « Il ne laisse même pas le pasteur toucher les fonds baptismaux en pierre sans gants. »« J'ai entendu dire, » répondit M. Wetherby, qu'il tenait un registre de toutes ses œuvres, dessins, symboles, petites notes. Une sorte de journal intime, en fait. « Un grand livre ?» répéta Miss Jane Marple, qui venait de prendre une tasse de sirop de fleurs de sureau. « Intéressant. J'imagine que ça l'aide à suivre ses mesures et ses commandes. » Madame Wetherby hocha la tête, distraite par le chien du gendarme du village qui remportait le premier prix pour l'expression la plus obéissante. « Pourtant, ajouta-t-elle, il se comporte de façon assez étrange ces derniers temps. Le vicaire a dit qu'il refusait de laisser quiconque visiter le transept après les travaux. Il a dit qu'il fallait que ça se tasse, quoi que cela veuille dire. » Les yeux de Miss Marple, clairs et bleus derrière leurs délicates lunettes à monture métallique, ne manquèrent pas la nuance de cette déclaration. La fête se déroula avec son rythme joyeux habituel. Tirage au sort, sélection de confitures, et le jeune George Pollock tomba dans la mare au canard pour la 3e année consécutive. À 2 heures précises, la foule fut invitée à assister à l'inauguration du transept sud restauré. Le vicaire Arborugh, un homme aux joues rouges et amateur de métaphores, lança quelques remarques pompeuses avant de faire signe à M. Brent, qui s'avança avec une clé si ancienne qu'elle aurait pu ouvrir une tombe. Mais lorsque la porte du transept s'ouvrit, il n'y eut pas de soupir d'admiration, seulement un terrible silence rapidement suivi d'un cri. Car là, affalé sous un étroit vitrail qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des décennies, gisait M. Brent lui-même, le dos tordu de manière anormale, les doigts serrés autour d'un ciseau poussiéreux, les yeux gris fixant sans la voir le plafond sculpté au-dessus. Ce fut Madame Deering qui s'évanouit, et le vicaire qui murmura une prière, mais ce fut Miss Marple qui resta immobile, une seule main gantée posée légèrement sur l'arche de pierre froide du transept. « Il était vivant ce matin. » Ça dit quelqu'un. « Je l'ai vu placer des bougies. Il a dû faire une crise cardiaque, » suggéra le docteur Hale, qui s'était précipité sur les lieux,
sa trousse médicale ouverte. Mais même lui ne semblait pas convaincu. La chute de M. Brent présentait un angle étrange, comme s'il avait été poussé ou s'était retourné pour fuir. En quelques minutes, l'agent Graves avait bouclé la zone avec une longueur de ficelle empruntée au cocotier, et Miss Marple s'était retirée tranquillement sur un banc sous un if, son expression indéchiffrable. À travers la verdure, des murmures fleurissaient comme des pissenlits au printemps. Il ne se disputait pas avec cette femme de la société historique. N'a-t-il pas eu une dispute avec son apprenti il y a 15 jours? J'ai entendu dire qu'il prévoyait de prendre sa retraite. Peut-être que quelqu'un pourrait hériter de quelque chose. Mais Miss Marple n'écoutait pas les ragots. Pas vraiment. Elle pensait au pantalon de M. Brent légèrement taché de craie, à l'exception des semelles de ses chaussures, qui ne portèrent pas la moindre trace. Elle pensait à la faible odeur de cire d'abeille qui flottait dans le transept, trop faible pour un usage récent, et au fait que quelqu'un avait tiré le rideau sur le vieil hôtel de pierre alors qu'il n'y avait pas un souffle d'air, plus tard dans la soirée, tandis que le rapport du gendarme était rédigé à la hâte dans l'arrière-salle de la salle des fêtes et que le vicaire présentait ses condoléances en larmes à personne. En particulier, Miss Marple était assise tranquillement avec son tricot et ses pensées. Un meurtre, à mon avis, murmura-t-elle à son chat tigré, qui cligna des yeux en signe d'approbation endormi. Personne n'y croira, pas encore, mais il y a quelque chose qui cloche. Un homme comme M. Brent ne s'effondre pas simplement dans l'espace, qu'il gardait si précieusement. Elle regarda par la fenêtre vers l'église désormais sombre, le transept à nouveau enveloppé d'ombre. Et quelqu'un, ajouta-t-elle doucement, s'est assuré que la vérité soit enfouie plus profondément que la pierre elle-même. Le lendemain matin, l'air à Sainte-Aveline avait changé. Le calme doré de la fin de l'automne était toujours présent. La brume planait encore bas sur les haies et l'odeur des feuilles humides flottait dans les ruelles. Mais un fil invisible de tension courait désormais sous les rythmes familiers du village. Il traversait le bref hochement de tête de Madame Deering lorsqu'elle lui tendit le courrier du matin, s'insinuait dans les voix basses derrière les rideaux tirés et dansait subtilement sur les lèvres de presque tous les villageois. Et Monsieur Percival. Brent était mort, et pas seulement mort, retrouvé sans vie dans le transept même qu'il avait restauré avec une dévotion quasi religieuse. La fête s'était terminée, non pas par du cidre et des chants, mais par des sirènes, une dispersion, maladroite, et le bruit sourd d'une porte d'ambulance se refermant sur quelque chose d'indicible. Naturellement, la spéculation a fleuri avec l'abandon d'un jardin de campagne laissé à l'abandon. Mademoiselle Maple, comme d'habitude, prenait son thé sur la véranda de sa jolie petite maison d'Old Mill Lane, un châle crème drapé sur ses épaules et son éternel panier à tricot blotti à ses côtés. Inutile de chercher des nouvelles, elle lui venait aussi sûrement que les abeilles à la lavande. D'abord la jeune Emily Finch, rouge et essoufflée, qui était apparemment venue pour rendre un tambour à broder emprunté, mais qui était restée pour raconter, avec des détails palpitants, la version de la tragédie donnée par sa mère. Maman dit que c'était l'apprenti, Ben Hargreaves. Elle dit qu'ils se sont disputés terriblement, et qu'un jour Ben est parti en trombe en marmonnant qu'il ne reviendrait jamais. « MMH », dit Miss Marple, en inspectant soigneusement une maille tombée. « Et Ben est-il revenu ?»« Eh bien non », admit Émilie, se dégonflant légèrement. « Mais Madame Poole l'a vu flâner près du cimetière la semaine dernière, en train de fumer une de ces horribles cigarettes roulées à la main. » Miss Marple murmura simplement quelque chose de évasif sur les dangers des suppositions et renvoya la jeune fille avec une recette de confiture de coin. Peu après, M. Witherby apparut au portail, poussant son vélo et affichant un ton de curiosité détaché. Il resta pour une seconde tasse de thé, au cours de laquelle il laissa entendre d'un ton sombre que M. Brent avait autrefois refusé une commande très généreuse de l'évêché d'Ely. Certains disent qu'il craignait que quelqu'un s'immisce dans l'intérieur de la chapelle après son départ. Dit-il en gonflant les joues,
Peut-être pensait-il que quelqu'un s'en mêlait déjà. Mais s'il craignait une interférence, répondit doucement Miss Marple, pourquoi ne prendrait-il pas des mesures pour sécuriser le transept? Plus étroitement. Weatherby cligna des yeux. N'est-ce pas? Peut-être, dit Miss Marple. Peut-être pas. À mesure que la journée avançait, de nouveaux visiteurs arrivaient avec des colis, des livres empruntés et des théories de plus en plus élaborées. Ce fut Madame Harborough, l'épouse du vicaire, qui apporta enfin quelque chose de concret, ou du moins quelque chose de curieux. « Je déteste dire du mal des morts », dit-elle à voix basse, tandis que Miss Marple versait du Darjeeling dans de délicates tasses en porcelaine anglaise. « Mais M. Brent, eh bien, il avait des secrets. »« Dites-le-moi, » murmura Miss Marple. « Je n'y croyais pas au début. » Poursuivit Madame Harborough, en jetant un coup d'œil autour d'elle comme si les hortensias l'écoutaient. Mais quelqu'un de la Société historique a dit qu'il refusait sans cesse de l'aider à cataloguer. Il refusait de laisser quiconque consulter ses archives. Enfin, pour l'amour du ciel, c'est un transept paroissial, pas le British Museum. Et qu'a-t-il dit quand on lui a posé la question? Oh, quelque chose de vague à propos de préserver l'intention, quoi que ça veuille dire. Mais la veille de la fête, le vicaire l'a trouvé là-bas très tard. Il a dit que M. Brent n'avait pas l'air, eh bien, tout à fait dans son élément, pâle, sursautant à la vue des ombres. Miss Marple sirota lentement son thé. Cela est impair, n'est-ce pas? Je pensais qu'il était peut-être malade. Mais maintenant, lorsque Madame Harborough prit congé, promettant de rendre le présentoir à gâteaux en argent la semaine prochaine, Miss Marple s'autorisa finalement un petit soupir. Jusque-là, le récit tissait des fils de secret, de tempérament et d'une étrange possessivité à l'égard de la restauration de l'Église. Mais tout cela n'était encore que conjecture. Elle savait trop bien que les villages, comme les gens, disaient souvent ce qui était confortable, pas ce qui était vrai. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'aventura dehors, soi-disant pour récupérer ses livres de bibliothèque. Mais aussi, comme toujours, pour observer. Le village lui-même supportait mal ce crime. Les écoliers, habituellement bruyants, marchaient en groupe d'un pas silencieux. L'épicier avait accroché un petit ruban noir au-dessus du choix de confiture. Même les poules derrière la boulangerie gloussaient avec une certaine retenue. À l'église, la porte du transept était solidement verrouillée. Un avis avait été épinglé sur le portail par l'agent Graves, déclarant la zone fermée jusqu'à nouvel ordre. Mademoiselle Marple remarqua une légère éraflure autour du trou de serrure. Récente. Quelqu'un, peut-être la police, avait récemment essayé la serrure. Mademoiselle Marple, l'appel provenait de l'autre côté du pré. C'était Margaret Toller, la vieille fille au regard perçant qui présidait l'Institut des femmes. Elle s'avançait avec l'énergie d'une jeune femme et l'expression de celle qui avait l'intention de se confier. « Je dois dire que je n'ai jamais vraiment apprécié M. Brent, » commença-t-elle sans préambule. « Il a toujours eu une certaine supériorité. Il se croyait supérieur à nous tous. Et ce grand livre, je le trimballais comme un livre sacré. »« Ledger » répéta doucement Miss Marple. « Oui, un vieux truc, relié en cuir craquelé. Il ne s'en séparerait jamais. Je l'ai vu une fois à la poste. Il l'a laissé tomber et a failli piquer une crise quand le jeune Toby a voulu l'aider à le ramasser. Intéressant, songea Miss Marple. Et qu'est-il advenu du registre? Personne ne le sait, répondit Margaret avec délectation. L'agent Graves dit que ce n'était pas lui, et le vicaire jure que ce n'est pas dans la sacristie. Le sac à tricot de Miss Marple se balançait légèrement à son poignet, tandis qu'elle se tournait pour jeter un coup d'œil au clocher. Le registre disparu hantait désormais ses pensées tel un fantôme. Le registre privé d'un tailleur de pierre tenu avec obsession refusait d'être consulté et disparaissait avec la vie de son propriétaire. Avant de rentrer chez elle, Miss Marple s'arrêta à la boutique du village. M. Teeling, qui la tenait, avec l'air embarrassé d'un homme en retard sur ses propres comptes, lui servit une demi-livre de sucre d'orge et une boîte de cirage, non sans avoir exposé sa propre théorie.
Il a creusé trop profond, à mon avis, dit-il d'une voix dramatiquement basse. Il a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé trouver. Une pierre, demanda Miss Marple. Un secret, répondit M. Tilling en se tapotant le nez. Croyez-moi. De retour chez elle, Miss Marple déposa ses paquets et s'assit de nouveau sur la véranda tandis que le soleil disparaissait derrière les toits. Le village lui avait offert beaucoup, rancune, spéculation et infime lueur de vérité dissimulée sous des embellissements. Mais rien de tout cela ne formait encore un tout. Pourtant, réfléchit-elle, il y avait toujours un sens dans ce que les gens faisaient, pas dire. Et quelque chose d'autre persistait au fond de son esprit, quelque chose à propos de cet autel drapé dans le transept. Elle y avait vu un faible scintillement, à peine visible dans la pénombre. Une trace de mouvement, un reflet. Ou bien quelque chose avait-il été mis là, quelque chose que quelqu'un a enlevé plus tard. Elle se fit la promesse de retourner à l'église une fois les enquêtes officielles apaisées. En attendant, elle écouterait. Les motifs, tels des toiles d'araignée, ne se révélaient que dans le silence. Le samedi matin, un léger givre avait caressé les haies bordant Sainte-Aveline, et les fenêtres du presbytère se drapaient de dentelles de condensation. Le village s'animait un peu plus, non seulement en réaction au froid, mais aussi avec la vigilance aiguë de ses habitants qui pressentaient qu'une histoire se déroulait encore. Une histoire dans laquelle il pourrait, de manière inattendue, jouer un rôle. La ligne officielle imprimée en petites lettres sérieuses sur une feuille épinglée à côté de la porte du magasin général disait « Monsieur Percival Brent, tailleur de pierre locale, est décédé d'un arrêt cardiaque présumé. Les autorités attendent la confirmation de l'autopsie. » Pourtant, personne n'y croyait vraiment. Des murmures parcouraient le village comme la fumée du matin. Il n'était pas du genre à s'effondrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux. On dit qu'il avait l'air effrayé. Et qu'en est-il de ce grand livre? En effet, l'absence du registre personnel de M. Brent était devenue un sujet de discussion plus ardent que l'état de son corps. L'avait-il caché, brûlé? Ou comme certains le soupçonnaient, quelqu'un l'avait-il pris juste avant ou juste après sa mort? L'agent Graves, sérieux et soigné dans son uniforme de serge brune, effectuait une tournée dans les villages sous prétexte de recueillir des témoignages. Il n'avait jamais eu affaire à un décès dont l'odeur excédait celle du laudanum ou de la vieillesse, et cela se voyait dans son expression crispée. Lorsqu'il arriva au cottage de Miss Marple juste après 10 heures, il fut accueilli avec un plateau de biscuits à la cannelle et une théière de thé chaud si précisément programmée qu'il soupçonna à juste titre qu'elle l'avait vu venir bien avant qu'il n'atteigne le portail. « Ah, Miss Marple !» dit-il en ôtant sa casquette et en se perchant au bord de son fauteuil comme s'il risquait de la mordre. « J'espère ne pas déranger. »« Pas du tout, » répondit Miss Marple avec un sourire bienveillant. « J'imagine que cela a quelque peu bouleversé votre routine habituelle. » Il soupira en acceptant un biscuit. « Plutôt, j'espérais un automne tranquille, juste un vol de volaille ou un vélo égaré. » Il hésita. « À vrai dire, je n'aime pas la sensation de celui-ci. Ce n'est pas seulement la mort, ce sont tous les éléments qui l'entourent. » Le livre disparut, ce ciseau serré dans sa main. Miss Marple hocha la tête et se servit une modeste tasse de thé. « Et il n'y avait aucun signe d'effraction? »« Aucune, » répondit Graves. La porte était verrouillée de l'intérieur. Le pasteur dit avoir vu M. Brent la déverrouiller peu avant le début de la fête. Et la clé était encore dans sa poche. « Ah !» dit Miss Marple en sirotant. « Mais il y a d'autres portes pour accéder à l'église, n'est-ce pas? »« Certainement. Mais tout est comptabilisé. Aucune trace, aucun dérangement. » Elle se pencha légèrement en arrière, les mains jointes. « Agent, savez-vous quelque chose du passé de M. Brent ?» Graves cligna des yeux. « Pas vraiment, je n'ai jamais pensé à demander. C'est juste qu'il a toujours été là, il travaillait les pierres. Il buvait sa pinte le samedi. Un peu bizarre, peut-être, mais pas de problème. »« Étrange, » répéta Miss Marple pensivement. « Oui,
assez étrange pour conserver un registre qu'il gardait comme un trésor. Et maintenant, il a disparu. Grave se mordit l'intérieur de la joue. Je vais vous dire quelque chose, madame, même si je ne devrais pas. Le médecin a dit qu'il y avait une chance que ce ne soit pas une cause naturelle. Vraiment? Son ton était doux, mais son regard s'est aiguisé. Il y a une contusion à l'arrière du crâne. Il a peut-être glissé, peut-être... Enfin, on en saura plus bientôt. En effet, dit Miss Marple, et son regard dérivait au-delà de lui vers le jardin recouvert de givre, où les moineaux se chamaillaient sur la haie. Après son départ, elle resta assise un long moment en silence, son tricot intact sur ses genoux. L'ecchymose changea tout. Elle confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Monsieur Brent n'était pas mort par hasard. Quelqu'un l'avait voulu, peut-être même planifié, et quelqu'un avait traversé Sainte-Aveline aussi facilement qu'on respire par le trou d'une serrure. À midi, Miss Marple décida de visiter l'église elle-même. Elle n'avait évidemment aucune intention de rompre le cordon ombilical, mais les églises étaient autant des lieux de vie que des lieux sacrés, remplis de motifs, d'habitudes et de symboles. Et Saint-Swithin avait son propre langage, si seulement on savait le déchiffrer. Elle a rencontré le vicaire sur le chemin de gravier à l'extérieur, luttant avec un panier de livres de cantiques. « Mademoiselle Marple » appela-t-il en ajustant ses lunettes. « Vous êtes venue prier ?»« En quelque sorte, » dit-elle avec un sourire doux. « Mais j'espérais aussi vous parler, si vous le permettez. » Il déposa le panier et la conduisit dans la nef, éclairée par de hauts vitraux projetant des éclats bleus et ambrés sur le sol de pierre. Le transept sud où M. Brent était mort restait verrouillé. Son portail voûté était désormais orné d'une bande sombre de rubans de police. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » dit le vicaire en baissant la voix. Percival avait des habitudes particulières, certes, mais il connaissait cette église comme sa propre peau, mourir en elle. « Sais-tu ce qu'il faisait la nuit précédente ?» demanda-t-elle doucement. Le vicaire fronça les sourcils. « Je l'ai trouvé tard, vers minuit, je dirais. Je fermais la porte après la répétition de la chorale. Il a sursauté quand je l'ai appelé, a laissé tomber ses gants. Il a dit qu'il terminait quelque chose d'important. C'est tout, je n'ai pas été indiscret. » Le regard de Miss Marple se posa sur le sol près du transept. Elle se pencha lentement, comme pour inspecter ses lacets, et passa un doigt ganté le long du joint de mortier, là où les carreaux rejoignaient la marche de pierre. Il y avait une fine trace décolorée, comme si quelque chose avait été traîné puis frotté rapidement. Lorsqu'elle se redressa, le vicaire parut inquiet. « Pensez-vous que quelqu'un... »« Je pense, » dit Miss Marple calmement, « que quelqu'un savait que M. Brent était très exigeant, et qu'il a utilisé ce trait de caractère contre lui. » Elle se tourna vers lui. « Puis-je vous demander, avez-vous déjà vu l'intérieur de son registre ?» Le vicaire secoua la tête. Il ne laissait jamais personne y toucher. Il disait que c'était privé. Un témoignage de choses qu'il vaut mieux ne pas toucher, m'a-t-il dit un mât. Jour. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Cela ressemble moins à des notes d'artisan qu'à une confession. Elle quitta l'église peu après, ses pensées tourbillonnant tandis que la brume revenait sur le village comme un soupir. Il n'y avait plus aucun doute dans son esprit maintenant. Le registre détenait la clé, non seulement de la mort de M. Brent, mais de tout ce qu'il avait découvert. Un secret enfoui sous des années de pierre et de silence. Son prochain arrêt fut la maison de Ben Hargreaves, l'ancien apprenti tailleur de pierre. C'était une modeste maison de campagne au bout de Hollow Lane, avec des herbes folles qui s'enroulaient autour des marches et une atmosphère de négligence. Ben lui-même ouvrit la porte, en manche de chemise et l'air réservé. C'était un jeune homme nerveux, le regard inquiet et les mains qui semblaient bouger sans cesse, frottant, s'agitant, tressaillant. « Miss Marple ?» demanda-t-il prudemment. « Que voulez-vous ?»« J'ai une question à vous poser, monsieur Hargreaves. À propos de monsieur Brent. » Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Je ne l'ai pas vu depuis des semaines. On s'est disputé. J'ai entendu dire ça, dit-elle doucement. «
Pourriez-vous m'en parler? Ben hésita. Il a dit que je ne comprendrais jamais ce qu'il essayait de faire, que j'étais trop impatient. Je voulais juste graver la pierre, pas démêler l'histoire. Décrypter l'histoire, répéta-t-elle. C'est une phrase intéressante. A-t-il dit ce qu'il pensait? Non. Le visage de Ben se crispa, mais il était obsédé. Pas seulement par le transept, il marmonnait des choses sur les alignements, les vieux textes, les choses cachées sous l'autel. Je lui ai dit qu'il était fou, peut-être. Savez-vous où pourrait se trouver son registre? Le regard de Ben se détourna. Non, dit-il trop vite. Et si je le faisais, je ne m'en approcherais pas. Ce livre, il me donnait la chair de poule. Miss Marple hocha la tête, remercia et se retourna pour partir. Mais en s'éloignant, elle sentit son regard dans son dos comme un vent froid. Elle s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil au clocher de l'église au loin. Un apprenti effrayé, un artisan secret, un registre disparu, et une mort dans une chambre close. Oui, quelque chose avait bel et bien été caché, mais pas seulement dans la pierre. Lorsque les cloches du dimanche résonnèrent à Sainte-Aveline, un léger malaise s'était installé dans les ruelles pavées et les chaumières recouvertes de lierre. La mort de Percival Brent avait transformé le village en un lieu de regard scrutateur et de portes closes. Les conversations étaient devenues plus calmes, saccadées. On ne s'attardait plus à la boulangerie, ni ne bavardait au courrier. On s'observait désormais avec une méfiance prudente, essayant de déchiffrer les nuances entre hochements de tête polis et condoléances répétées. Miss Marple observait tout cela depuis son banc habituel à Sainte-Swithin, la posture soignée et le chapeau modestement orné de plumes. Mais tandis que le vicaire prononçait un sermon sur la vertu d'honnêteté, son esprit se tourna vers le jeune homme assis, raide, au fond, Ben Hargreaves, qui avait fait son apparition ce matin-là. Après plusieurs absences remarquées, il n'avait parlé à personne. Il s'était glissé après le premier cantique et était parti avant la dernière prière. Pourtant, Miss Marple avait remarqué le tremblement de sa main tandis qu'il tâtonnait avec le livre de cantiques et l'ombre de quelque chose, la peur peut-être, ou la culpabilité, qui s'accrochait à lui comme une fumée de bois. Les villageois, quant à eux, s'étaient décidés pour Ben avec une facilité presque suspecte. Ce jeune homme, au caractère bien trempé, aux querelles, notoires et sans famille pour le défendre, faisait de lui un suspect idéal aux yeux de l'opinion publique. Il va bientôt filer, murmura Madame Witherby cet après-midi-là, en versant de la crème sur une part de tarte à la rhubarbe pour le déjeuner du presbytère. Croyez-moi, ce genre de personne le fait toujours. Et quel type serait-ce? Demanda Miss Marple. D'un ton doux, vous savez, mécontent, agité, sans racine. Miss Marple ne dit rien, mais elle sirota son thé avec une attention inhabituelle. Plus tard dans la journée, un incident mineur a ravivé les rumeurs. L'agent Graves, plus grave que d'habitude, a été aperçu escortant Ben Hargreaves vers la salle des fêtes, qui servait également de poste temporaire pour l'enquête. Les murmures ont commencé avant même que la porte ne soit fermée. « Arrêtez !» il a dû avouer. Mais la vérité, comme toujours, était plus subtile. À l'intérieur du poste improvisé, l'agent Graves se pencha sur l'étroite table et joignit les mains. « Ben, j'ai juste besoin que tu répondes clairement. Tu as dit que M. Brent était obsédé. Obsédé par quoi exactement? » Ben avait l'air hagard, la mâchoire crispée, les yeux cernés par l'insomnie. Il ne voulait rien dire ouvertement, juste des allusions. Le registre était tout pour lui. Il disait qu'il contenait la vérité sur le transept. Il disait que l'Église avait oublié quelque chose et que c'était sa tâche de s'en souvenir. « Savez-vous, vous êtes disputé ?»« Bien sûr que oui, » rétorqua Ben. « Je lui ai dit que je ne m'étais pas engagé pour devenir prêtre ou prophète. Je voulais apprendre la pierre, pas les secrets. Il m'a répondu que je n'avais aucun respect pour les traditions. » Graves prit quelques notes. « Où étais-tu pendant la fête ?» Ben tressaillit. « Je n'étais pas près de l'église. J'étais sur la crête, près de Briar Hill.
J'avais besoin d'air. J'avais évité la fête toute la semaine. Trop de monde. Quelqu'un peut-il confirmer cela? Non. Graves soupira. Tu comprends à quoi ça ressemble. Ben ne dit rien. Ses yeux baissèrent le sol. Graves n'insista pas davantage. Il n'y avait pas assez de preuves matérielles pour le retenir. Pas de témoins, seulement des disputes récurrentes et un mobile encore flou. Lorsqu'il laissa enfin Ben partir, le jeune homme s'enfuit presque du couloir. Miss Marple, qui se trouvait par hasard à proximité pour rendre un livre à la bibliothèque de l'église, aperçut Ben en passant. Il n'avait pas l'air d'un homme ayant quelque chose à cacher. Il ressemblait plutôt à un homme piégé dans une mauvaise histoire. Ce soir-là, elle organisa un thé tranquille, avec le docteur Hale, le médecin du village. C'était un homme grand et mince, à la voix vive et passionnée d'horloge mécanique. « Tu as vu le corps ?» commença-t-elle doucement, en lui offrant une part de gâteau Dundee. « Oui, dit-il, acceptant à la fois le gâteau et l'implication. Et oui, c'était suspect. Il y avait des ecchymoses à l'arrière du crâne et aussi sur l'épaule gauche, évoquant une chute, certes, mais aussi une poussée. Et aucun problème cardiaque antérieur? Aucun, à ma connaissance. C'était un vieux diable nerveux qui faisait de longues promenades et mangeait à peine de la viande. Son cœur était même plus fort que le mien. Miss Marple remuait lentement son thé. Y avait-il des blessures défensives? Des bleus? Sur les mains, peut-être. Le docteur Hale fronça les sourcils. Non, c'était bizarre. Il ne s'est pas battu. Ou s'il l'a fait, il n'a pas eu sa chance. Ils restèrent assis un moment dans un silence complice. Dehors, le vent se leva, faisant bruisser les dernières feuilles d'automne sur le chemin. « Croyez-vous que le tueur le connaissait bien ?» demanda-t-elle. « Je crois, » dit le docteur, trop propre autrement. Aucune trace de lutte, et quelqu'un savait qu'il serait seul dans ce transept ce matin-là. C'était là, pensa Miss Marple, le nœud du problème. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était délibéré, calme même. Quelqu'un connaissait intimement les habitudes de M. Brent, quelqu'un avait observé et attendu. Au fil des jours, un autre nom a commencé à apparaître plus fréquemment dans les conversations. Madame Clarissa Hodge, l'historienne de l'Église. C'était une femme remarquable d'une 50aine d'années, à la voix imposante et aux nombreuses lettres qui accompagnaient son nom. Arrivée à Sainte-Aveline 3 mois plus tôt pour participer à la documentation de la restauration du transept, elle s'était immédiatement heurtée à M. Brent au sujet d'interprétation historique. Il a rejeté toutes mes suggestions. T'a-t-elle confié à Miss Marple lors d'une rencontre fortuite chez l'apothicaire? Il a dit que mes recherches étaient des absurdités révisionnistes. Vous imaginez? Et quelle était la nature de votre désaccord? Clarissa soupira dramatiquement. Il refusait de reconnaître les sculptures romanes comme originales. Il prétendait qu'il s'agissait d'ajouts victoriens malgré une iconographie claire. Et quand j'ai suggéré d'examiner le registre pour le recouper, il a failli me couper la tête. Miss Marple haussa les sourcils. « Vous avez demandé à voir le registre? » « Bien sûr. C'est le document le plus complet que nous ayons sur la restauration. Je pensais que nous pourrions trouver des annotations ou des sources, mais il ne l'a pas autorisé. Il a dit que c'était privé. « Et tu l'as vu pour la dernière fois quand ?»« 2 jours avant la fête, » raconta Clarissa. « Nous nous disputions à propos de l'emplacement de l'applique murale sud. Il a dit qu'elle devait rester telle qu'elle. Je lui ai demandé « Pourquoi ?» Et il a simplement répondu « Parce qu'elle met en lumière la vérité. » Que sensé. Miss Marple la remercia et retourna lentement vers son cottage, son esprit repensant à ce nouveau fragment. Clarissa Hodge avait un mobile, un ressentiment professionnel, et elle était allée chercher précisément ce qui avait disparu, le registre. Mais elle était intelligente, et les gens intelligents cachent souvent leurs traces avec soin. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise seule dans son salon, un petit feu crépitant à côté d'elle, un carnet ouvert sur ses genoux. Elle n'avait jamais porté d'accusation, mais elle avait commencé à noter des tendances, des observations, des divergences.
Il y avait Ben, l'apprenti au caractère bien trempé, mais sans alibi. Clarissa, l'érudite qui cherchait à discréditer. Et quelque part entre les deux, le grand livre disparu, le fantôme dans le récit, comme elle le pensait maintenant. Elle jeta un coup d'œil vers l'étagère où elle rangeait ses catalogues de jardinage. Entre eux, dissimulés discrètement, se trouvait un mince volume vert étiqueté plans paroissiaux, St. Swithin's, annoté. Il était arrivé par la poste le matin même, sans adresse de retour, et à l'intérieur, sur la dernière page, d'une écriture précise et inconnue, était écrit « Il savait ce que la pierre cachait, mais il n'était pas le premier. Regarde l'autel. » Miss Marple ferma doucement le livre. Le cercle se resserrait, et quelqu'un quelque part commençait à s'inquiéter. Lundi matin, tandis que la brume s'accumulait comme une crème dans les creux de Sainte-Aveline, Miss Marple se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle s'habilla avec soin, jupe en tweed, bleu marine, chemisier crème, et un léger cardigan en laine ayant appartenu à sa sœur, et prit un petit déjeuner solitaire composé de compote de pommes et de toast. Dehors, le village dormait encore dans un silence pesant, celui qui n'arrive que lorsque quelque chose reste instable. Le volume vert qu'elle avait reçu la veille, plans paroissiaux de St. Swithin's, annoté, était posé à côté de sa tasse de thé comme une lettre sans réponse. Sa présence continuait de la ronger doucement. Qui l'avait envoyé? Pourquoi maintenant? Et pourquoi cette dernière ligne manuscrite? Il savait ce que la pierre cachait, mais il n'était pas le premier. Regardez l'autel. Miss Marple avait passé la soirée à parcourir les pages sèches et précises du livre, remplies de plans, d'élévations et de notes à l'encre et au crayon. La plupart étaient des détails architecturaux, support de toiture, érosion du grès, réparation des contreforts de la nef, mais quelques gribouillis marginaux, probablement de Brent, ressortaient. Une inscription en particulier avait retenu son attention. Dans la marge, à côté d'un plan du transept sud, figurait une ligne unique, soulignée 2 fois. Applique sud, position inchangée, confirme l'alignement. Alignement de quoi? Et maintenant, le village à moitié noyé dans la rosée, Miss Marple se retrouva à déambuler, canne à la main sur le chemin dallé et humide en direction de St. Swithin. Son pas était lent, presque sinueux, mais son regard oscillait constamment entre l'architecture familière et les contours flous des pierres tombales, comme à la recherche d'un élément absent. À cette heure-là, l'église était ouverte mais vide. Le vicaire était parti pour une réunion diocésaine à Upper Marlow, et l'agent Graves était posté sur la place du village. Miss Marple avançait avec une sorte de silence respectueux, ses pas étouffés par des tapis usés, tandis qu'elle pénétrait dans la nef et se tournait instinctivement vers la porte du transept sud, toujours verrouillée, toujours scotchée aux avertissements officiels. Mais ce n'était pas le transept qu'elle avait l'intention de visiter. Au lieu de cela, elle s'est approchée de l'autel. L'autel lui-même était un simple ouvrage en chêne sculpté, noirci par le temps, orné d'une toile de lin brodée d'un léger fil d'or. En dessous, partiellement masqué par une façade décolorée, se trouvait le socle, un ancien bloc de pierre taillé, affleurant le sol de l'estrade. Miss Marple s'agenouilla avec une grâce surprenante et regarda de plus près. La pierre était simple, à l'exception d'une particularité. Une ferrure circulaire encastrée sur le côté, ternie par le temps et presque invisible sous la frange du tissu. Une charnière. Elle pressa doucement sa main contre la surface, puis ajusta légèrement ses doigts. Il y avait une légère empreinte, un léger sillon, un couvercle. Elle hésita un long moment. Son sens des convenances luttait contre sa méfiance. Mais finalement, la curiosité l'emporta, comme toujours. Elle retira le tissu et appuya sur la rainure. Avec un grincement réticent, la section de pierre céda, s'élevant lentement sur des charnières pour révéler une cavité peu profonde, grossièrement taillée et irrégulière, et à l'intérieur, niché comme quelque chose depuis longtemps enfoui,
se trouvait un paquet de cuir délavé. Le grand livre. Son souffle se coupa. Avec précaution et révérence, elle le libéra. Le cuir était craquelé et raide avec le temps, et une légère odeur de poussière et de cire d'abeille s'y accrochait. Elle ouvrit lentement la couverture. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de pages remplies de l'écriture précise et penchée de M. Brent. Des mesures, des croquis, des notes sur la restauration de pierre et des commentaires historiques, mais aussi des entrées plus étranges. Elle tourna la page et trouva une page étrange datée de 3 semaines avant la fête. J'ai retrouvé la ligne. Applique, hôtel, linteau oriental. Elle correspond à la boussole du XIIIe siècle. La lumière tombe là où elle doit être et l'inscription est complète. Ils l'ont construite pour cacher quelque chose. Pas la relique, c'est une erreur. Non, c'est plus ancien. Une limite. Un avertissement. Une autre page, datée plus récemment, disait « Oh Hodge était trop pressé. Je ne lui fais pas confiance. » Elle insiste pour enlever l'applique. Elle dit que c'est décoratif, elle ne sait rien. Si on la déplace, l'ombre ne tombera pas. Alors personne ne la verra. Je dois terminer la sculpture. Miss Marple tourna encore quelques pages et s'arrêta sur un feuillet coincé entre des folios. Il contenait un croquis approximatif du mur du transept avec une flèche pointant vers l'angle où la pierre rejoignait le sol. Une note en dessous disait « Enfoncez le ciseau suffisamment profondément et le mur parlera. » Elle entendit le faible bruit de la porte extérieure qui s'ouvrait et remit rapidement le registre à sa place, recouvrant à nouveau la cavité de ses mains expertes. Elle lissa le tissu et se leva juste au moment où la femme du vicaire apparut. « Miss Marple » s'exclama-t-elle, « je ne m'attendais pas à vous trouver ici. »« Moi non plus, ma chère, » dit Miss Marple d'un ton enjoué. « Mais la matinée, tu as été si claire que j'ai pensé à faire une prière. » Madame Harborough sourit, mais semblait troublée. « Je viens juste récupérer la rotation des fleurs, les lys pour dimanche prochain. » Miss Marple hocha la tête et l'accompagna dehors, mais son esprit bourdonnait de ce qu'elle avait vu. Les mots énigmatiques du registre le confirmaient. Brent avait découvert quelque chose dans la conception de l'Église, quelque chose de soigneusement dissimulé et tout aussi soigneusement gardé. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit une visite discrète au Dr Hale, sous prétexte de lui apporter un pain aux raisins secs. « Vous trouverez peut-être cela curieux, » dit-elle en prenant le thé, « mais saviez-vous que l'hôtel a un compartiment caché ?» Le médecin haussa un sourcil. « Un compartiment ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. »« Moi non plus, » dit-elle doucement. « Et pourtant, c'était bien là, une petite cavité sous la base. C'est le genre de détail qu'on pourrait négliger, à moins de chercher un endroit où cacher quelque chose de précieux. » Il plissa les yeux. Le grand livre, elle esquissa un léger sourire. « Disons que je crois que M. Brent a pris soin de s'assurer que cela ne soit pas découvert par hasard. » Le docteur Hale hocha lentement la tête. « Si c'est vrai, alors quelqu'un d'autre le voulait tellement qu'il a tué pour l'obtenir. Précisément. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment avant qu'il ajoute « Qu'est-ce que ça disait ?» Miss Marple a raconté les notes qu'elle avait mémorisées sur l'alignement, l'applique et la soi-disant limite. Elle n'a pas mentionné le croquis. Il pensait donc qu'il y avait plus que l'histoire en jeu, dit finalement le médecin. C'est vrai, répondit Miss Marple, et il croyait que quelqu'un d'autre, peut-être Madame Hodge, essayait de le tromper ou de le discréditer, ce qui m'amène à me demander que croit-elle exactement caché dans le transept. Le docteur Hale fronça les sourcils. Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'elle le dise aussi ouvertement. Non, répondit Miss Marple, mais peut-être a-t-elle déjà montré son jeu d'autre manière. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, elle fit un dernier voyage, jusqu'au cottage de Clarissa Hodge. Elle attendit que les lumières vacillent dans le bureau, puis emprunta un petit sentier à travers la haie et trouva un point de vue de l'autre côté de la route.
Parts Hardy. La fenêtre de devant, elle regarda Madame Hodge retirer une pile de livres d'une étagère, ouvrir un tiroir et en retirer quelque chose de fin et de rectangulaire, un livre. Même de loin, Miss Marple reconnaissait la reliure en cuir patiné, mais elle avait déjà remis le vrai registre à sa cachette, ce qui signifiait la copie. Clarissa Hodge ne l'avait pas trouvée. Elle l'avait forgée il Puma. Le mystère prenait désormais un nouveau visage. Non seulement quelqu'un voulait faire taire M. Brent, mais quelqu'un avait besoin que le monde croie qu'il avait trouvé ses secrets dans sa propre main. Miss Marple se retourna et rentra lentement chez elle. Le jeu était en train de changer, et maintenant, quelqu'un commençait à s'y intéresser sérieusement. Les jours qui suivirent la découverte silencieuse de Miss Marple au cottage de Clarissa Hodge s'écoulèrent avec un calme trompeur. Un léger gel avait repris sur les haies, faisant scintiller faiblement le village de Sainte-Aveline aux premières heures du matin. Le bourdonnement de la vie quotidienne reprit, en apparence seulement. En dessous, cependant, un courant différent pulsait. Une tension vigilante, des questions cachées et des conversations qui s'achevaient trop vite à l'ouverture des portes. Au cœur de tout cela se trouvait l'absence mystérieuse et l'existence du grand livre de M. Brent Miss Marple, désormais convaincu que quelqu'un avait fabriqué une copie de ce précieux document, n'était pas prête à affronter l'affaire directement. Elle croyait au timing, une vertu ancestrale. Une accusation mal placée pouvait fermer une porte à jamais. Une remarque judicieuse, en revanche, pouvait l'ouvrir juste assez pour permettre de voir ce qui se cachait derrière. Sa première visite ce matin-là ne fut pas à Clarissa Hodge, mais au presbytère, où elle trouva le révérend Arborough, assis dans son bureau entouré de brochures, de feuilles de cantiques et de plusieurs enveloppes non ouvertes du diocèse. « Je crains de ne pouvoir vous proposer rien de plus fort qu'un thé léger, » dit-il avec un sourire d'excuse. « Clarissa est passée hier et a pris tous les bons biscuits. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Vraiment ? C'était généreux de sa part. C'était une visite de courtoisie, en quelque sorte, » dit-il en se frottant le front. Elle voulait revoir l'accès aux archives paroissiales. Elle insiste sur l'existence d'une ancienne charte faisant référence à une version antérieure du plan de l'Église. Croit-elle qu'il contient des preuves de quelque chose d'important? Elle a parlé d'anciennes lignes de consécration, ce qu'elle appelait des limites rituelles. Personnellement, je soupçonne que tout cela est un peu fantaisiste. Mais elle est déterminée et terriblement persuasive. Miss Marple hocha la tête pensivement. A-t-elle mentionné M. Brent? La vicaire hésita, juste pour dire qu'elle espérait que son décès ne retarderait pas la recherche universitaire. Elle a dit qu'il était devenu de plus en plus réticent au cours de ces dernières semaines. Encore ce mot, non coopératif. Comme si M. Brent s'était interposé entre Clarissa et ce qu'elle désirait tant. Mais quoi? Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a fait une visite tranquille à la bibliothèque du village, où elle a passé près de 2 heures à parcourir les archives locales, les rapports ecclésiastiques et une copie fragile de l'histoire de St. Swithin's, un aperçu. À la fin du volume, sous des pages gondolées et de l'encre fanée, se trouvait une seule ligne qui attira son attention. Le transept sud fut fermé au culte en 1872, suite à une série de défaillances structurelles inexpliquées. Les paroissiens constatèrent un courant d'air malsain et des tremblements occasionnels. Aucune cause officielle n'en fut établie. Des courants d'air et des tremblements malsains, étranges. Pourtant, aucune mention de ce à quoi Brent avait fait allusion dans son registre. Alignements, ombres ou inscriptions. Juste après le thé, Miss Marple reçut un invité inattendu, Ben Hargreaves. Il paraissait plus maigre qu'avant, les yeux tirés et humides de froid. « Puis-je entrer » demanda-t-il maladroitement. « Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. » Elle l'accueillit avec une douce gentillesse, le conduisit dans le salon et plaça une tasse de chocolat chaud entre ses mains avant de parler.
Vous avez été traité injustement, monsieur Hargreaves. Vous méritez d'être entendu. Il la regarda un long moment avant d'expirer. Je crois qu'on essaie de me piéger. Elle ne s'y a pas. Vas-y. Le lendemain du décès de monsieur Brent, quelqu'un a laissé un sac en papier devant ma porte. À l'intérieur se trouvait un ciseau, un des siens. Ses initiales étaient gravées sur le manche. Tu l'as donné à la police? Je l'ai brûlé, dit-il avec une pointe de honte. J'ai paniqué, j'ai cru qu'ils allaient m'arrêter sur le champ. Miss Marple l'observa en silence. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel lors de votre dernière visite au transept? Il fronça les sourcils. Oui. Il y avait une étrange décoloration derrière l'autel. Une ligne comme si quelqu'un avait gratté ou poncé un symbole. Monsieur Brent était furieux. Il a dit que c'était délibéré, que quelqu'un essayait d'effacer quelque chose. Et il ne t'a pas dit quoi? Ben secoua la tête. Il ne me faisait plus confiance. Il pensait que j'avais pris le parti de Clarissa. Les doigts de Miss Marple tapotèrent légèrement le bord en porcelaine de sa tasse à thé. « Tu sais, Ben, dit-elle doucement, parfois les gens font le mal pour la bonne raison. Mais dissimuler des preuves, même pour se protéger, ne fera que t'emmêler encore plus. Si tu veux que la vérité éclate, tu dois faire confiance aux bonnes personnes. » Il baissa les yeux, les épaules affaissées. « Je sais. » Après son départ, Miss Marple alla se promener pour se changer les idées. Le village était plus tendu que jamais. Les conversations étaient saccadées. Les regards se lançaient comme des oiseaux nerveux. Chez le marchand de légumes, Clarissa Hodge se tenait près des prunes, les inspectant une par une avec un calme exagéré. Miss Marple la rejoignit et la salua poliment. « Mademoiselle Marple, dit Clarissa d'une voix douce, j'ai entendu dire que vous aviez revisité les documents de l'église. »« Oui, oui, répondit-elle, des choses fascinantes, les registres paroissiaux. Souvent ce qui est omis est aussi intéressant que ce qui est inclus. » Clarissa sourit, mais son regard était alerte. « Tout à fait, mais bon, le passé est souvent plus symbolique que factuel. »« En effet, dit Miss Marple, les symboles peuvent en dire bien plus que de simples mots. Je trouve curieux que M. Brent ait laissé derrière lui tant de symboles et que sa mort soit pourtant accueillie avec une telle, comment dire, indifférence bureaucratique. » Clarissa pencha la tête. « Tu penses que sa mort n'était pas naturelle? Je pense que M. Brent savait quelque chose qui valait la peine de tuer. Et je pense que la vérité réside dans la maçonnerie qu'il a restaurée avec tant de dévouement. » Clarissa resserra légèrement sa prise sur la prune. « Vous êtes une femme intelligente, Miss Marple. » Miss Marple sourit. « Oh, je suis simplement observatrice. Après tout, je vis dans un village. C'est le meilleur terrain d'entraînement au monde pour comprendre les gens. » Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Sainte-Aveline, le mystère atteignit un nouveau seuil. L'agent Graves arriva sur le pas de la porte de Miss Marple, l'air harcelé et inhabituellement pâle. « Mademoiselle Marple, dit-il, il y a eu un cambriolage. »« À l'église ?» Il hocha la tête. « Oui. » « Le transept sud. Quelqu'un a forcé la serrure et a essayé de soulever une partie du sol près de l'autel. Ont-ils réussi? Pas tout à fait. Ils ont délogé une pierre, rien en dessous. Mais ils ont dû penser qu'il y avait quelque chose. » Miss Marple était perplexe. Si quelqu'un était à ce point désespéré, le danger s'intensifiait. Quelqu'un les a vus, un témoin. Madame Chatwin, âgée, a déclaré avoir vu une femme vêtue d'un manteau vert foncé quitter l'église juste après le crépuscule. Clarissa Hodge portait un manteau vert foncé. Miss Marple referma doucement la porte derrière lui, l'esprit s'emballant. Le registre falsifié, les symboles disparus, l'alignement. Clarissa Hodge avait probablement tenté de découvrir le secret que Brent avait caché, et maintenant, elle essayait de l'effacer ou de le modifier avant que d'autres ne le découvrent. Mais quel secret? Et pourquoi Brent l'avait-il décrit comme un limite? Il y avait encore beaucoup à découvrir. Mais Miss Marple ne se laisserait pas faire. Le temps de la confrontation était venu, mais pas encore tout à fait. Elle s'assit près du feu et ouvrit une nouvelle page de son carnet. Sur le dessus,
Elle écrivit de sa main soignée « Une frontière, un avertissement, pas un trésor, pas une relique, mais quelque chose qu'il voulait oublier. » Elle le souligna une fois et le fixa jusque tard dans la nuit. Le gel s'était épaissi au matin, veinant les fenêtres des chaumières de dentelle et laissant un éclat argenté sur les grilles de fer qui gardaient St. Swithin. Dans le silence tamisé qui régnait avant que le village ne s'éveille, Miss Marple se tenait à sa fenêtre, les mains serrées autour d'une chope de chicorée. Son esprit, comme le matin, était cristallin et immobile. Entrer par effraction dans l'église était audacieux, imprudent. Et si Clarissa Hodge avait bien été aperçue quittant le transept dans ce manteau vert foncé, cela signifiait qu'elle ne se contentait plus de spéculations. Elle cherchait désespérément quelque chose qu'elle croyait avoir été découvert par M. Brent ou qu'il lui avait caché. Les pensées de Miss Marple revinrent à la ligne du grand livre de Brent. Si on la déplace, l'ombre ne tombera pas. Personne ne la verra. Elle soupçonnait depuis longtemps que l'applique, l'autel et peut-être même le mur sud présentaient un lien, non pas décoratif, mais délibéré. Qu'entendait Brent par cette ombre? Un repère? Un alignement lumineux littéral? De tels choix architecturaux n'étaient pas inconnus dans les églises anciennes. Certaines étaient même alignées sur les équinoxes ou des jours de fête particuliers. Elle avait besoin de soleil. En milieu de matinée, les nuages s'étaient dissipés et le soleil bas et hivernal perça comme une lente révélation. Miss Marple retourna à l'église. L'agent Graves, qui semblait désormais en poste à proximité, la salua d'un hochement de tête résigné. Il avait fini par accepter que la présence de Miss Marple, bien qu'involontaire, était souvent étrangement prémonitoire. « Je ne dérangerai rien, lui assura-t-elle. Je veux juste observer la lumière. » Graves haussa un sourcil mais ne dit rien. À l'intérieur de l'église, l'air était frais, avec une légère odeur de poussière de pierre et de cire de bougie. Le ruban de police sur la porte du transept avait été remplacé après le cambriolage, mais Graves, toujours aussi gentleman, l'ouvrit à sa demande discrète. Elle entra dans la chambre scellée, désormais vidée de sa fonction et remplie d'une tension silencieuse. L'applique était restée sur le mur sud, fixée à hauteur d'épaule, ternie et intacte. Miss Marple remarqua la position de la lumière matinale à travers la haute fenêtre. À mesure que le soleil montait, le faisceau s'inclinait, traversant lentement le bord de la pièce, puis, juste avant midi, il frappa directement l'applique. Et, puis quelque chose de remarquable s'est produit. Le luminaire en laiton réfractait la lumière du soleil vers le bas, projetant un faisceau fin et anguleux, semblable à une flèche. Il frappa le mur est, plus précisément une pierre unique, légèrement plus sombre que celle qui l'entourait. Là, la lumière révéla ce qui était jusque-là invisible. Une sculpture discrète, usée, superficielle, presque effacée, par le temps, et peut-être par l'intention. Miss Marple s'approcha. Le symbole ne lui convenait pas immédiatement, mais il ressemblait à un cercle coupé par 3 lignes droites, une verticale, 2 diagonales, comme un compas rudimentaire ou un triskel, autour des runes superficielles, probablement latines, mais trop faibles pour être lisibles. Elle recula légèrement. Brent savait que cela arriverait. Il avait aligné l'applique, nettoyé le mur et enregistré le mouvement de la lumière. Ce symbole, ce repère, n'était pas seulement historique. Il avait été conçu pour rester caché, visible seulement. Lorsque la lumière le révélait, une frontière, un avertissement. Elle sortit du transept, remerciant Graves, et retourna d'un pas rapide au village. Elle avait besoin de consulter quelqu'un qui en savait peut-être plus qu'elle sur les symboles ecclésiastiques. Quelqu'un qui ne soit pas pris dans le mystère, mais qui soit néanmoins lié à l'histoire de l'Église. Cette personne était M. Emory Litchfield, professeur d'histoire à la retraite et médiéviste amateur de longue date, qui avait autrefois écrit une brochure intitulée « Iconographie obscure » dans les églises paroissiales locales. Il ouvrit la porte. Vêtu d'un cardigan marron, les lunettes embuées par le souffle,
Miss Marple, je faisais du pain d'épices. Monsieur Litchfield, vous avez étudié les symboles intérieurs de Saint Swithin, n'est-ce pas? Ses yeux s'illuminèrent. Oh oui, cette église est un fascinant mélange de style normand, gothique et anglais primitif. Pourquoi cette question? Avez-vous déjà vu un symbole gravé sur le mur et du transept sud? Une sorte de compas entrecoupé de lignes? Il cligna des yeux. La borne? Miss Marple marqua une pause. Alors c'est connu? Il hocha la tête. Alors, dans le sens le plus obscur du terme, il n'est pas répertorié dans la plupart des inventaires. On dit que c'est un symbole de périmètre sanctifié, rarement utilisé dans l'architecture ecclésiastique primitive. La légende raconte qu'il servait à marquer les lieux de transition spirituelle ou de danger. Certains pensent qu'il désignait d'anciens sites païens resanctifiés. Danger? Eh bien, dit-il un peu penaud, l'Église n'a jamais utilisé ce mot explicitement, mais il y a eu des histoires de lieux confinés dans des limites, comme celle-là. Superstition, bien sûr. Miss Marple le remercia chaleureusement et rentra chez elle, les pensées brûlantes. Le transept avait été scellé non pas à cause de son état de délabrement, mais parce que quelque chose à son sujet énervait ceux qui utilisèrent l'espace. Un courant d'air, une secousse, le village avait transmis ces murmures sans les comprendre. Et si M. Brent avait découvert ce symbole, réalisé son importance historique et vu une tentative de l'effacer pour ce qu'il était vraiment, non pas une préservation mais un effacement, ses pensées furent interrompues par un visiteur inattendu. Clarissa Hodge. Elle arriva impeccablement vêtue de laine vert chasseur, ses gants soigneusement pliés à la main. Elle accepta l'offre, de thé de Miss Marple avec l'assurance d'une habituée des salles de réception. « Je suis venue clarifier quelque chose. » Quand dit-elle sans tarder. On raconte que j'ai été vue près de l'église la nuit du cambriolage. Miss Marple esquissa un vague sourire. On parle toujours dans un village. Clarissa se pencha légèrement. Je sais que vous vous intéressez personnellement à la mort de M. Brent. C'est votre réputation, n'est-ce pas? Je suppose que oui, dit Miss Marple calmement. J'aime observer la nature humaine. Elle a tendance à en révéler plus qu'elle ne le prétend. Clarissa serra les lèvres. Je tiens simplement à vous assurer que je n'avais aucune raison de faire du mal à M. Brent. Oui, nous n'étions pas d'accord. Il était têtu. Mais les tensions professionnelles ne sont pas un motif. Non, dit Miss Marple, mais le désespoir l'est. Il y eut une pause. Clarissa posa sa tasse de thé avec précision. Puis-je parler franchement? Bien, sûr. Je crois que Brent a mal interprété ses conclusions. Je pense que la prétendue limite était une interprétation erronée d'un élément architectural ancien. Et je pense qu'il commençait à réaliser qu'il avait construit son travail sur une conclusion erronée. Et pourtant, vous avez falsifié son registre. L'expression de Clarissa changea brièvement. Puis, c'est une accusation grave. Je n'en ai pas fait, dit doucement Miss Marple, mais je trouve fascinant que vous ayez fait référence à des notes que personne d'autre n'avait vues, et que vous ayez produit une copie du registre, une copie qui, je crois, diffère de l'original. Clarissa se leva brusquement. Si vous avez des preuves d'un quelconque acte répréhensible, je vous suggère de les porter à la connaissance des autorités. Sinon, je considérerai cette conversation comme close. Et sur ce, elle partit. Miss Marple se rassit dans son fauteuil calme et posé. Clarissa avait dévoilé son jeu. Elle avait peur non pas de la loi forcément, mais de ce qui pourrait encore être trouvé. Cette nuit-là, un autre rebondissement est arrivé. L'agent Graves frappa peu après 20 heures l'air sombre. Il y a eu un deuxième cambriolage, pas à l'église, au cottage de Brent. Miss Marple se leva. « A-t-on pris quelque chose ?» Il hésita. « C'est ça qui est étrange. Rien ne semble manquer. Mais quelqu'un a saccagé l'arrière-salle, les vieux disques, les échantillons de pierre. Quelqu'un était regardé pour quelque chose. » Elle ferma les yeux un instant. Il ne s'agissait plus de ce qui avait été caché. Il s'agissait de ce qui avait été découvert et enterré à nouveau.
et quelqu'un était prêt à faire des efforts extraordinaires pour s'assurer que cela reste ainsi. La fin de la semaine approchait et le village de Sainte-Aveline commençait à retenir son souffle, pas extérieurement, bien sûr. La boulangerie ouvrait encore à l'aube et les enfants jouaient encore des galets le long du ruisseau, près du terrain de cricket, mais un silence subtil subsistait sous la routine, comme une conscience sous-jacente que quelque chose d'irrésolu persistait dans l'air, telle une fumée de bois accrochée au recoin des chaumières. Miss Marple était assise dans son salon, sa broderie intacte sur ses genoux. Dehors, le jardin sommeillait sous un léger givre, ses haies cerclées d'argent. À l'intérieur, son esprit tournait doucement, comme les derniers tours d'une horloge à remontoir. Elle en avait assez vu. Elle avait lu le véritable registre, vu le symbole ombragé, et entendu Clarissa Hodge proférer des mensonges si soigneusement formulés qu'ils ressemblaient presque à des vérités. Elle avait vu le village élaborer ses théories, les rejeter et passer à autre chose, sans jamais oser reconnaître ce qui se cachait sous la surface. Mais il restait une tâche à accomplir, une dernière observation à faire. Miss Marple croyait à la valeur du petit test, de cette petite piqûre qui perturbe juste assez pour faire éclater la vérité. Et maintenant, elle avait l'intention d'en administrer un. Elle a invité Clarissa Hodge à prendre le thé. La note était écrite de la plus belle main et remise ce matin-là par la jeune Molly Finch, qui semblait à la fois ravie et nerveuse de l'apporter. Clarissa arriva à 4 heures précises, vêtue d'un tailleur-jupe anthracite avec une broche en jade épinglée au col. Ses cheveux étaient toujours aussi impeccablement coiffés. Mais Miss Marple remarqua en ouvrant la porte que le gant gauche de l'historienne était boutonné avec une fermeté inhabituelle. Peut-être pour cacher une égratignure ou un bleu récent. « Mademoiselle Marple, dit-elle en inclinant poliment la tête, c'est très gentil de votre part. »« Pas du tout, » répondit Miss Marple avec un sourire chaleureux. « Vous avez été au cœur de choses si curieuses. J'ai pensé qu'il était grand temps que nous ayons une conversation à civiliser. » Ils s'assirent dans le salon, où le feu crépitait agréablement, et où un service à thé impeccable brillait dans la lumière hivernale déclinante. Miss Marple servit du Earl Grey au citron et disposa une assiette de gâteau aux graines, attendant que les premières gorgées soient bues avant de commencer. « Clarissa, » dit-elle doucement, « j'ai beaucoup pensé à M. Brent et à ces dernières semaines. » Clarissa hocha prudemment la tête. « Oui, enfin, tragique. En effet, mais pas par accident, je le crains. » Clarissa marqua une pause en plein milieu de sa bouchée. « Que veux-tu dire ?» Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Je crois que M. Brent a découvert quelque chose dans le transept, quelque chose d'ancien et d'inquiétant. Je crois qu'il l'a consigné fidèlement, dans son registre. Et je crois que quelqu'un cherchait désespérément à obtenir ce registre avant de pouvoir partager ses découvertes. » Le visage de Clarissa resta calme, mais ses doigts se resserrèrent autour de la tasse de thé. « Et je crois, » continua Miss Marple à voix basse, « qu'un deuxième registre a été créé pour discréditer le premier. » Il y eut un long silence. Puis, très doucement, Clarissa dit, « C'est une sacrée accusation. »« Ce n'est pas une accusation, » répondit Miss Marple. « C'est une observation. » Le genre de choses qu'on remarque lorsqu'on consulte des notes trouvées uniquement dans le vrai registre, qui, en fin de compte, n'a jamais été en sa possession. Clarissa posa sa tasse. « Et qu'est-ce que j'aurais à gagner de tout ?» Cela, Miss Marple. Miss Marple pencha la tête. Le contrôle, du moins du récit. Vous êtes arrivé ici avec une réputation d'érudit et un désaccord public avec M. Brent. Puis, soudain, il meurt dans des circonstances mystérieuses, et le document principal expliquant son travail disparaît, pour refaire surface sous une forme qui, comme par hasard, étaye vos théories. « Je n'ai rien à voir avec sa mort, » rétorqua Clarissa. Miss Marple hocha lentement la tête. « Peut-être pas de vos propres mains, mais vous êtes bien entré dans le transept après qu'il ait été scellé. Vous avez saccagé son atelier. » Les lèvres de Clarissa s'entr'ouvrirent. « Tu ne peux pas prouver... »
Je n'en ai pas besoin, dit Miss Marple d'un ton toujours calme. J'ai juste besoin que vous confirmiez une chose. Elle fouilla dans son sac à broder et en sortit un petit carré de parchemin usé. L'une des nombreuses notes volantes du véritable registre de Brent. Dessus, griffonnés à l'encre hâtive, figurait une réplique du symbole de la frontière, et une phrase à moitié écrite en latin. « Gardez le seuil !» Clarissa se pencha en avant de pouvoir s'arrêter, les yeux plissés. Ce n'était pas... Elle s'est rattrapée. Miss Marple esquissa un sourire serein. « Non, ce n'était pas dans la version que vous avez créée. » Clarissa se leva brusquement. « Vous avez joué votre jeu, Miss Marple, et je n'ai pas l'intention de m'y adonner davantage. » Mais Miss Marple resta assise. « Clarissa, dit-elle, doucement, tu es une femme brillante, mais tu as sous-estimé un point crucial. Tu as supposé qu'un village tranquille comme le nôtre ne remarquerait pas les limites de ton ambition. Mais nous, si, nous le faisons toujours. Et M. Brent aussi. Il l'a vu trop tard, mais il a essayé de protéger ce qu'il avait trouvé. » Clarissa se détourna, fixant le feu, les épaules raides. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Il allait tout gâcher. Il voulait garder le secret, quelque chose qui pourrait remodeler l'histoire de l'Église. » Miss Marple se leva alors, lentement. Il voulait protéger la vérité. Vous vouliez la contrôler. Clarissa se retourna, le regard perçant et furieux. C'était un tailleur de pierre sans qualification. J'ai un doctorat, des années de travail. Ce registre, son registre, était un monument de superstition. J'allais rectifier le tir. En créant un faux, dit doucement Miss Marple, et en mettant en péril la paix du village. Le silence entre eux crépitait comme le feu, puis la sonnette a retenti. Miss Marple passa devant Clarissa et l'ouvrit pour révéler l'agent Graves, qui se tenait là, l'air désolé mais déterminé. « Mademoiselle Marple, dit-il, vous m'avez demandé de venir à 16h30 précise. » Le visage de Clarissa pâlit. Graves lui fit un signe de tête. « Madame Hodge, je crains de devoir vous poser quelques questions à la salle des fêtes, concernant le cambriolage et quelques incohérences dans les documents que vous avez soumis. » Clarissa se redressa. « Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. » Graves a simplement tenu la porte ouverte. Miss Marple regarda la femme, passer devant eux, la tête haute mais le pas hésitant. La vérité, enfin perçue, était plus lourde que beaucoup ne l'imaginaient. Alors que la porte se fermait, Miss Marple retourna à sa chaise, la lumière du feu vacillant chaleureusement contre la porcelaine sur le buffet. Elle n'éprouvait aucun triomphe, seulement une tristesse silencieuse. Brent n'était pas mort en vain, même si son œuvre avait failli être perdue. La vérité, comme toujours, avait réussi à percer les fissures, portée non par l'autorité ou la force, mais par la patience. Et l'observation dehors, les dernières lueurs du jour disparaissaient sur le toit de l'église, projetant de longues ombres sur la place du village. Au loin, une cloche sonnait l'heure. Miss Marple sirota la dernière gorgée de son thé et se tourna vers sa broderie. Il restait encore quelques fils à nouer. Le matin après que Clarissa Hodge ait été discrètement escortée à la salle des fêtes, Sainte-Aveline s'est réveillée dans un étrange silence, un calme instable qui semblait planer entre les pavés et les toits, comme un souffle retenu trop longtemps. Miss Marple se leva avant l'aube. Ses rêves avaient été troublés, emplis de vagues impressions de couloirs de pierre et de lueurs de bougies vacillant sur d'anciennes sculptures. L'air extérieur était immobile, chargé de la menace du gel. Elle accomplit lentement sa routine. Matinale, flocons d'avoine, une théière de thé Congo à la rose et un biscuit sablé, avant de s'installer dans son salon. Le feu n'était pas encore allumé. La lumière grise qui filtrait à travers les rideaux de dentelle lui suffisait. Elle prit son carnet et l'ouvrit à la dernière page. Là, d'une écriture soignée, elle avait décrit tout ce qui avait été révélé. Le registre falsifié, l'alignement de la lumière et de la pierre, le symbole disparu, le secret protecteur de M. Brent, la manipulation de Clarissa.
Mais quelque chose murmurait encore sous tout cela, quelque chose d'inexpliqué. Le symbole, avait écrit Brent, était un limitant avertissement. Pourquoi une telle chose aurait-elle été gravée dans les eaux de l'église? Pourquoi la sceller, puis l'oublier complètement? Il était temps que les dernières pièces soient assemblées. En milieu de matinée, Miss Marple marchait résolument vers St. Swithin. L'agent Graves l'attendait sur le chemin comme convenu. « Elle ne parle toujours pas », murmura-t-il en désignant le presbytère où Clarissa avait été autorisée à attendre sous surveillance officieuse. Mais son sac contenait un tracé partiel du symbole, et ceci. Il tendit une petite clé en laiton. Atelier de Brent. Tiroir fermé. À clé. Miss Marple le prit doucement, le regard pensif. Alors, on commence par là. La maison du tailleur de pierre se trouvait derrière le porche, enveloppée de lierre et de silence. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de poussière de pierre, d'huile de lin et de quelque chose d'ancien. Le temps lui-même, peut-être. Graves ouvrit le tiroir avec précaution. À l'intérieur se trouvait une pile de papier, des plans usés et une seule enveloppe épaisse marquée. En cas de décès, remettre au vicaire Harborough. Miss Marple prit l'enveloppe et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvaient 2 feuilles de parchemin et une lettre. La lettre était écrite de l'écriture ferme et distinctive de Brent. Si vous lisez ceci, je suis probablement mort. Je ne crois pas que ma mort soit naturelle. Je suis tombé sur quelque chose d'enfoui. Pas de l'or ni des reliques, mais la vérité. La pierre du transept marque une frontière oubliée. Le symbole était presque effacé, mais je l'ai retracé, avant qu'il ne s'efface complètement. Il correspond à des gravures trouvées dans des archives templières supprimées. L'église a été construite sur quelque chose de plus ancien, une fondation autrefois marquée comme impie. Je ne peux pas tout prouver, mais l'alignement est réel. Le chandelier, l'autel, la lumière, tout pointe vers cette pierre. Hodge veut le grand livre. Elle croit que cela fera sa carrière, mais je crois qu'elle craint que cela ne détruise sa théorie. Elle a déjà écarté ce qu'elle appelle la marge superstitieuse. Je la pense capable de bien plus que de tromperies académiques. J'ai caché le registre. Je laisse à quelqu'un de plus lucide le soin de faire ce qui doit être fait. Miss Marple tenait la dernière page, un délicat frottage du symbole contre la lumière du matin. Elle scintillait faiblement, les lignes se courbant comme les veines d'une feuille. « Comprends-tu ce que cela signifie ?» demanda-t-elle doucement. Graves se gratta la nuque. « Je sais que Hodge a falsifié un registre et a essayé de le faire. Pas assez pour vrai. Qu'elle s'est introduite dans l'église et probablement dans la maison de Brent. Mais meurtre, nous n'avons aucune preuve. » Miss Marple hocha la tête. Parce qu'elle ne l'a pas tué, pas directement. Elle se tourna vers lui, le regard perçant derrière ses lunettes. Brent ne faisait confiance à personne. Il travaillait tard ce soir-là. Je crois que Hodge l'a confronté. Elle a exigé le vrai registre. Il a refusé. Il y a eu une bagarre. Pas violente, mais violente. Elle l'a bousculé. Il a peut-être glissé, il est tombé, elle a paniqué. Graves parut troublé. Et le registre? Elle ne l'a pas trouvé. Alors elle a créé le sien, fabriqué son propre récit. Les notes finales de Brent ont été calquées sur ses théories. Elle l'a implanté pour contrôler la découverte. Puis elle a essayé d'effacer ce qui ne cadrait pas dans sa version. Elle n'a jamais signalé le corps. Non, elle a attendu qu'on le retrouve naturellement, pendant la fête. Une découverte publique, une réapparition spectaculaire, dans le récit avec sa version des faits toute prête. Graves expira. C'est mince, Miss Marple, astucieux, mais mince. Qu'alors ne la convainquons pas, dit-elle doucement. Laissons-la nous convaincre. Ils retournèrent au presbytère et trouvèrent Clarissa dans le jardin, feignant d'admirer une haie. Ses mains tremblaient légèrement. « Madame Hodge, » commença mademoiselle Marple, « je me demandais si vous accepteriez de nous rejoindre à l'église. Nous avons découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Clarissa cligna des yeux. « Maintenant? Oui, maintenant. » Tous trois parcoururent en silence le sentier gelé,
L'église Saint-Suitine se dressait, son clocher projetant de longues ombres dans la lumière pâle. À l'intérieur, la nef était froide, mais le soleil était juste assez haut pour éclairer l'applique du mur sud du transept. Miss Marple les guida jusqu'au bord de la lumière. « Regarde », dit-elle simplement. Lorsque le rayon frappa, la lumière se réfracta à nouveau vers le bas, traversant la pierre comme l'aiguille d'une boussole. Elle atterrit exactement sur le même bloc plus sombre et lentement, le symbole ancien réapparut de l'ombre. Un fantôme dans le mur. Clarissa inspira, brusquement. « Vous avez déjà vu ça, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez essayé de le poncer, mais M. Brent l'a préservé. Je ne l'ai pas tué, » murmura Clarissa. « Je l'ai confronté, oui. Il n'a rien voulu entendre. Il a dit que le symbole changeait tout, que cela signifiait que le transept devait rester scellé. Et comme il ne voulait pas te donner le registre, tu l'as poussé. C'était un accident, mais tu as fait un choix, Clarissa. Après, de cacher ce qui s'est passé, de réécrire la vérité. » Les poings de Clarissa se serrèrent. Il allait enterrer les preuves. La plus grande découverte de ma carrière. La voix de Miss Marple était calme. Il essayait de protéger cet endroit. Non pas par crainte de son passé, mais par respect pour lui, quelque chose que tu n'as jamais compris. L'agent Graves s'avança alors, jusque-là silencieux. « Madame Hodge, je vais avoir besoin que vous m'accompagniez. » Elle n'a pas résisté, elle n'a plus parlé. Alors que les portes de l'église se refermaient derrière elle, Miss Marple resta debout dans le doux rayon de lumière. Le symbole s'estompa à nouveau lorsque le soleil se déplaça, disparaissant dans la pierre comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, quelque chose persistait. Ni peur ni superstition, mais l'histoire préservée dans l'ombre, cachée jusqu'à ce que les bons yeux la découvrent. Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple rendit le véritable registre au vicaire Arborough, qui promit de le verser sans censure aux archives paroissiales. Une petite inscription y fut ajoutée, soulignant le dévouement de M. Brent à la vérité historique et ses méthodes rigoureuses, quoique excentriques. Ben Hargreaves fut discrètement lavé de tout soupçon, et on lui offrit un petit apprentissage à Ellie. Il passa au cottage de Miss Marple avant de partir pour la remercier, timide et humble. Elle le congédia avec un pot de confiture de coin et un seul avertissement. « Fais attention à ce que les gens ne disent pas, Ben, c'est là que se cache la véritable histoire. » Le village commença lentement à s'essouffler. La tension s'apaisa, le gel fondit, et la cloche de l'église sonna à nouveau avec clarté. Miss Marple, quant à elle, reprit ses occupations habituelles, son tricot, son jardin, ses après-midi tranquilles dans la véranda. Mais de temps à autre, elle jetait un coup d'œil au coin sombre de son salon, où la lumière se déplaçait parfaitement sur le sol. La vérité, elle le savait, ne restait jamais enterrée longtemps. Il suffisait juste d'avoir la bonne lumière. Gel qui avait recouvert Saint-Aveline pendant près de 15 jours commença à fondre le matin suivant le transfert discret de Clarissa Hodge au commissariat. La pluie s'abattit ensuite, non pas une pluie violente et rafaleuse, mais une bruine lente et régulière qui adoucissait les recoins du village, transformant les ombres nettes en légères taches et donnant un éclat humide aux vieilles pierres de Sainte-Suitine. À l'intérieur de l'église, le transept sud restait scellé, bien que le ruban de police ait été retiré. Le vicaire avait ordonné la fermeture temporaire de l'espace pour un recueillement silencieux, et la plupart des villageois se contentèrent de le laisser tel quel, jetant un coup d'œil à la porte avec une curiosité respectueuse, sans poser de questions. Sainte-Aveline était un village qui comprenait la valeur du silence. Les rumeurs fleurissaient facilement dans ses haies, bien sûr, mais tout aussi souvent, une sorte d'entente tacite régnait. Certaines vérités étaient mieux, acceptées d'un hochement de tête et laissées en paix. Miss Marple, cependant, ne croyait pas qu'une histoire puisse se terminer sans mûre réflexion, surtout pas une histoire qui aurait brisé une part de l'âme du village. Le dimanche suivant,
Elle fut invitée, très formellement, par le vicaire Harborough à partager un thé et un gâteau aux graines dans le salon du presbytère. Elle arriva ponctuellement, vêtue d'un châle gris tourterelle et apportant une boîte de biscuits à la lavande. Le vicaire, habituellement joyeux et vaguement distrait, semblait plus calme aujourd'hui. « Je dois avouer, Miss Marple, dit-il en remuant son thé avec de petits mouvements circulaires, que je me sens plutôt mal à l'aise. Tout à fait naturel, dit-elle doucement. Ce n'est pas toutes les semaines que votre paroisse accueille des documents falsifiés, des gravures cachées et des histoires occultées. Il sourit faiblement. C'est la nature de la découverte qui me perturbe le plus. Pas seulement la gravure ou le symbole, mais le fait que nous ayons failli la perdre, que nous ayons failli laisser quelqu'un réécrire notre passé pour servir sa propre histoire. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Le passé est souvent gênant. C'est pourquoi tant de gens essaient de l'adoucir. Mais l'histoire, comme la nature, a le don de se frayer un chemin. Des fissures dans les murs, vous savez. Il se renversa en arrière et soupira. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous honorons ce qui a été préservé, dit-elle simplement. Et nous nous souvenons que la vérité est rarement bien rangée. Mais elle compte toujours. Cet après-midi-là, Miss Marple se promena dans les ruelles du village. Le ciel s'était éclairci, d'un gris éteint terne, et les champs entourant les chaumières fumaient doucement sous la pluie fine. Elle passa devant la vieille boulangerie, désormais sous un nouveau propriétaire, et salua le jeune George Pollock, qui tentait d'impressionner une jeune fille en portant 3 pains et un pot de confiture à la main. Au bureau de poste, Madame Deering était engagée dans une conversation animée sur la question de savoir si les bulbes de printemps devaient être plantés tôt cette année, étant donné la nature particulière du gel. Ah, mais elle s'arrêta suffisamment longtemps pour glisser une petite enveloppe dans la main de mademoiselle Marple. Il n'y avait aucune inscription, à l'exception de son nom en lettres capitales. À l'intérieur se trouvait une carte portant une simple note. Tu avais raison. Sur la vérité, sur tout. Il méritait mieux. C. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Miss Marple le glissa dans son sac à main avec une gravité silencieuse. Le reste de la semaine se déroula sans incident. Ben Hargreaves partit pour Ely jeudi matin, emportant avec lui un modeste sac d'outils, un exemplaire de Conception ecclésiastique britannique et une lettre de recommandation du vicaire. Il s'arrêta au jardin de Miss Marple avant de monter dans l'omnibus. « J'ai pensé rester », a-t-il admis en se balançant d'un pied sur l'autre, « mais je crois que je dois construire quelque chose de nouveau, pas seulement avec de la pierre. » Miss Marple sourit et lui tendit un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait une boussole, ancienne, en laiton et de belles factures. « Elle n'indique pas le nord, dit-elle, mais elle pointe, vers la droite. » Il la fixa en silence pendant un moment, puis lui fit un câlin maladroit mais sincère. Les jours passèrent, et l'ombre de la mort de M. Brent s'adoucit, atténuée par le temps et la paisible continuation de la vie. Et pourtant, un changement s'était installé à Sainte-Aveline, non pas dramatique, non exprimé, mais ressenti. Le comité paroissial, sur proposition de mademoiselle Marple, a voté la préservation du symbole dans le transept et son inclusion dans l'exposition annuelle sur l'histoire du village. Le vicaire Harborough a commandé une petite plaque à côté, gravée d'une citation tirée des notes de M. Brent. « Ce qui est caché dans la pierre n'est pas destiné à être effacé. Il est destiné à être compris. » La plaque ne mentionnait ni Hodge, ni le faux registre, ni les détails de ses aveux. Son nom était effacé des conversations, non pas effacé, mais respectueusement tacite. Par une froide soirée, alors que février s'installait dans les recoins du village et que la nuit tombait tôt, Miss Marple était assise près de son feu, une théière de thé au jasmin à la main et son tricot. La radio murmurait doucement en fond sonore, un quatuor à cordes se faufilant dans la pièce comme un souvenir. Elle marqua une pause, le regard fixé sur l'étagère au-dessus de son bureau. Un seul objet y était posé, le ciseau de M. Brent,
désormais nettoyé et enveloppé de mousseline, un cadeau du vicaire. Un témoignage, avait-il dit, d'un savoir-faire discret et d'un savoir-faire discret. Miss Marple l'a compris mieux que quiconque. Elle pensait à M. Brent, seul dans l'église, mesurant la pierre, traçant des lignes de lumière, non pas pour la reconnaissance, ni pour les louanges, simplement parce qu'il croyait en la vérité, silencieuse, durable, gravée non pas dans l'encre ou les éloges, mais dans les marques minutieuses laissées derrière lui. Un coup interrompit ses pensées. Elle ouvrit la porte et trouva l'agent Graves, chapeau à la main, les joues rouges de froid. « Bonsoir, Miss Marple. Désolé de vous déranger. »« Pas du tout, agent. Entrez. » Il entra en levant les flocons de neige de ses épaules. « Je voulais juste vous remercier. Officiellement, bien sûr. Pour toute votre aide. J'ai appris plus de choses ces dernières semaines qu'en des années. »« Tu as un bon instinct, » dit-elle, « et un bon cœur. C'est une combinaison rare. » Il rougit puis hésita. « On parle de promotion au département, m'envoyer au marché, plus de responsabilités, des affaires plus importantes. Et tu veux ça? Je ne suis pas encore sûr, mais j'y réfléchirai. » Miss Marple lui versa une tasse de thé, et ils restèrent assis ensemble pendant quelques minutes tranquilles. Lorsqu'il partit, elle retourna à sa place près du feu, l'horloge tic-tacant doucement derrière elle. Un autre mystère résolu, un autre équilibre rétabli. Et tandis que les dernières bûches crépitaient et se transformaient en braises incandescentes, elle laissa ses pensées dériver, non pas vers le crime, ni vers les motivations, mais vers les gens. Leur obstination, leur fragilité, leur remarquable capacité à tromper et à se racheter. D'après son expérience, ce ne sont jamais les indices intelligents ou les traces médico-légales qui ont permis de résoudre un crime. Cela a toujours été la nature humaine, et l'observation douce et implacable de celle-ci. Elle a repris ses aiguilles à tricoter et a repris son travail. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. Le village dormait, et Miss Marple, toujours patiente, toujours attentive, continua à tisser sa sagesse tranquille dans la trame des journées de Sainte-Aveline.